Michel Luciani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Man TV. Alors en 2020, vous sortiez votre premier roman, Natio du FLNC au grand banditisme. C'est un livre qui racontait votre parcours, d'abord comme soldat du FLNC, puis après votre bifurcation vers le grand banditisme. Alors c'était un livre passionnant parce que finalement vous montriez à voir le fonctionnement d'un groupe clandestin et ensuite de ce monde interlope du grand banditisme. Là, vous revenez avec un nouveau livre, Corse en prison, règlement de compte, communautarisme et combine. Alors, c'est un livre qui s'intéresse à une partie très précise de votre vie, c'est votre détention. Finalement, ma première question, c'est pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans ce livre? J'avais déjà depuis un moment le projet d'écrire un livre uniquement sur la prison. Et puis les événements qui ont eu lieu l'an dernier, entre autres la mort d'Ivan Colonna, avec qui j'étais très ami, ça a accéléré le processus pour écrire le livre et puis j'ai lancé le truc et c'est venu d'un jet et je m'y suis mis à la fin de l'été puis c'est bien sorti et puis je voulais dénoncer un peu tout ce que j'avais rencontré dans les prisons à droite ou à gauche. J'étais passé pendant 20 ans puisque j'ai fait 21 prisons en 20 ans. Donc j'estimais que j'étais à même d'émettre un avis sur l'évolution des prisons sur 40 ans. Alors, lors de vos premières détentions, comment se passe l'apprentissage des codes de la prison? Est-ce que c'est quelque chose de facile, d'évident pour vous? Alors, ma première peine de prison, elle était minime, puisque c'était pour une connerie à Ajaccio quand j'étais jeune, puis c'était la prison d'Ajaccio. Alors, il n'y avait pas vraiment de code, c'était plutôt familial, une toute petite prison à 50 détenus. Donc, il n'y avait pas vraiment de code comme dans les plus grandes prisons que j'ai pu fréquenter après, dans les années suivantes. Et alors justement, dans les prisons un peu plus sérieuses, quand vous êtes tombé pour des peines plus lourdes, comment ça se passe justement? Comment on se fait sa place là-bas? Au début, il n'y a pas question de se faire vraiment sa place. Faut avoir déjà, faut se tenir bien, faut avoir un bon dossier, pas être une crapule, avoir un délit crapuleux ou mais ça, c'est dans toutes les tôles, sauf maintenant où les mentalités ont changé dans les prisons d'aujourd'hui. Mais sinon, à l'époque, la première question qu'on te posait quand tu arrivais dans une prison, il fallait que tu montes ton mandat de dépôt pour voir ce que tu avais fait. Pour savoir si tu avais un délit, comment dire, honorable. C'était quoi un délit honorable, justement? Pas un délit crapuleux, pas un arracheur de sacs de vieilles ou un violeur ou un arracheur de colliers comme il y a aujourd'hui. Voilà, surtout pas une prison, surtout pas d'être en prison pour viol ou pour des trucs comme ça. Donc, on descendait en promenade, la première chose c'est qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es là? Alors justement, pour se faire cette place, finalement, c'est quoi le plus important pour éviter les embrouilles avec les détenus? Est-ce que c'est d'être un braqueur, d'avoir une lourde peine ou d'être corse? L'ensemble des trois, c'est bien. Avoir réunir les trois critères, c'est pas mal pour être bien dans une prison, et être tranquille, Puis, à l'époque, il y avait plus de respect quand même dans les prisons. C'était plus, les gens étaient plus respectés. Maintenant, aujourd'hui, c'est passé de mode. Hein. Les jeunes, les prisons maintenant, ils ont de 20 à 25 ans, c'est plus trop ça. À l'époque, la tranche d'âge en prison était plus âgée. On était entre 30 et 40 ans, la grosse majorité. Et bon, en plus, on restait entre nous, déjà dans les prisons en France, à droite à gauche, au Beaumet ou à la Santé, et quand on pouvait réussir à être ensemble, on restait entre nous, entre Corses, entre braqueurs, et entre gens du même profil. On se mélangeait pas vraiment. Ouais, vous avez vécu entre vos premières incarcérations et les dernières, vous avez vu un rajeunissement de la population carcérale et du coup une évolution des codes de conduite et des interactions entre les détenus? Ah oui, j'ai vraiment, là sur 40 ans, je l'ai vraiment vu. Hein. La mentalité a complètement changé dans les prisons. Maintenant, la prison maintenant, c'est une reproduction de ce qui se passe dehors dans les quartiers, dans les trucs comme ça. Il y a plus de. Empire C'est empire. Ouais. Ah oui, c'est empiré. La prison de nos jours, elle est devenue infernale, invivable. Vous diriez que c'est plus violent que avant? Beaucoup plus violent. Ouais. Ah oui, parce que les jeunes de maintenant,
comme ils se conduisent dans les quartiers, dans les cités, ben, ils reproduisent ça en prison. Maintenant, en prison, des gens comme moi, avec mon profil pénitentiaire, mon passé, mon vécu, pour moi, j'aurais pas de problème en prison. Maintenant, de nos jours, dans les prisons, les gens qui arrivent, qui sont, comment dire, des accidentés de la prison, mettons, pas des délinquants, des mecs pour des délits financiers, ou le mec qui a tué sa femme, ou pas des délinquants chevronnés. Pour eux, la prison, c'est un enfer maintenant. Ouais, ils peuvent se faire broyer. Ah, ils se font broyer. Alors, il y a une violence actuelle. À l'époque, il y avait quand même de la violence entre détenus. Vous racontez notamment le sort d'un gérant de bar qui a assassiné, qui a tué un jeune Corse que tout le monde connaissait dans la prison. Et lui va passer un sale quart d'heure. Ah oui, ça c'était Ajaccio. C'est dans les années 80, je crois que c'était 86, 87. C'était un Maghrébin qui avait tué un Corse dans une rue à Ajaccio, qu'ils ont écroué. Lui, il est rentré à la prison d'Ajaccio, il a morflé grave. Hein, il est sorti il est resté dans le coma. Hein. Il s'est passé quoi, du coup? Bon, il s'est fait lyncher dans la douche. Et alors, il y a les rapports entre détenus, et puis il y a les rapports avec les surveillants. Comment ça se passait avec les surveillants? Est-ce que vous aviez des techniques pour éviter de refroidir les surveillants un peu tatillons? Non, mais disons, moi, on n'a jamais eu des gens comme moi, on n'avait pas vraiment de problème avec les surveillants. À partir du moment où ils nous respectent, ils nous emmerdent pas, on les emmerde pas. Nous, on n'est pas des gens, on n'est pas une catégorie de détenus à problème en prison. Moi, il me respecte, je le respecte à lui aussi. S'il vient pas me chercher des poux dans la tête pour rien. Après, nous, on sait qu'on a des profils particuliers, donc des mesures de sécurité particulières. Donc, plus dur ou plus souple que le détenu commun? Bien plus dur. Moi, pendant des années, j'ai été classé en DHR, en détenu à haut risque, en DPS, en détenu particulièrement signalé. Après, maintenant, les appellations, elles ont un peu changé. Il y a les escortes, maintenant, ils appellent ça escorte 1, escorte 2, escorte 3 mesures spéciales. C'est toutes des catégories qui renforcent la sécurité. Ma dernière peine, j'étais en escorte 3 MS. Ce qui veut dire, alors? Une mesure spéciale, c'est équivalent d'un DPS, c'est-à-dire grosse escorte pour être, quand on est extrait de la prison, quand on a une extraction médicale ou un transfert judiciaire pour un palais de justice ou un truc comme ça. C'est des escortes renforcées à un nombre extravagant souvent. C'est pour les détenus qu'on suspecte de vouloir s'évader. Vous d'ailleurs, vous avez... Voilà, soit les détenus qu'on suspecte de s'évader, soit qu'on estime qu'ils ont une organisation d'or, qu'ils appartiennent à un groupe, pour les politiques, ceux qui appartiennent à un groupe clandestin, ou ceux qui ont une grosse équipe de braqueurs d'or, qui sont susceptibles d'être arrachés sur un transfert. Voilà, donc, une fois que... On le sait, ça. On s'y attend à être fouillé, à avoir des transferts comme ça. Est-ce que vous, lors de vos premières incarcérations, l'étiquette FLNC qui continuait à vous coller à la peau alors que finalement vous aviez rompu avec l'organisation, ou en tout cas vous étiez passé à autre chose, est-ce que ça vous a facilité votre détention? C'est-à-dire qu'est-ce que les surveillants étaient un peu sur la retenue avec vous, ou au contraire ça a mis plus de difficultés? L'étiquette FLNC, malgré que je l'ai quittée il y a plus de 30 ans, elle m'a toujours suivi jusqu'à la dernière peine de prison. Ça reste dans les fichiers pénitentiaires. Alors, pour eux, tu y as été un jour, tu y es toujours. Donc ça reste. Ça accentue toujours les mesures sécuritaires. Après, on a des avantages et des inconvénients. Voilà. Il y en a. Des avantages, c'est que ils nous embêtent pas trop. On est plus surveillés que d'autres, mais bon, ils nous embêtent pas trop. À partir du moment où on les respecte, qu'on n'a pas de problème de comportement, ça se passe bien avec les surveillants. Vous racontez même à un moment donné que avec un camarade à vous, vous avez sauvé la vie d'un surveillant qui était attaqué par 2 toxicos. Ouais, à l'époque, à la santé, on est intervenu parce que c'était un surveillant qui nous emmerdait pas, un brave surveillant avec nous, il n'y avait aucun problème.
Et il y avait deux toxicos dans l'escalier qui étaient avec qui il s'était pris sûrement la tête ou il les avait fouillés, il leur avait peut-être pris quelque chose dans leur cellule, il les avait emmerdés, donc ils voulaient lui faire une embuscade. Mais non, on est intervenu avec un ami à moi, un autre Corse à l'époque, pour pas qu'il fasse de conneries là, parce qu'après, s'il y a une agression sur un surveillant, en vérité, ça emmerde tout le monde, ça retombe sur tout le monde en même temps et ça déclenche des incidents, des fouilles, des trucs. On n'avait pas envie de ça. Et en plus, bon, nous on trouvait que avec nous c'était un bon surveillant, pas de raison de lui taper sur la tête en traître dans un escalier ou quoi. Donc il y avait quand même un peu des règles tacites, c'est-à-dire que le surveillant qui m'embête pas, voilà, Non, toujours. Moi, un surveillant qui m'embête pas, je l'emmerde pas non plus. Hein, comme de nos jours maintenant, les surveillants, ils se font insulter toute la journée à travers les portes. Nous, on n'a jamais eu ce problème de comportement. Alors donc, avec nous, ils ont des bons rapports. Hein. Alors il y a quand même une personnalité que vous avez rencontrée en prison qui avait l'air de prendre un malin plaisir à terroriser les surveillants. C'était Michel Ardouin. Vous racontez alors Michel Ardouin qui était un ancien complice de Mesrine qu'on appelait porte-avions pour son goût des armes, et vous racontez qu'il prenait vraiment un plaisir. Michel, je l'ai connu à la santé. Et comme il était en DPS comme moi à l'époque, pour les parloirs on était escortés. C'est-à-dire on n'y allait pas tout seul au parloir. Il nous escortait depuis nos cellules jusqu'au parloir, et souvent un surveillant le récupérait à lui dans le quartier bas en division. Il passait par le bloc A, il me récupérait à moi, ce qui fait qu'on montait tous les deux avec le même surveillant, je vais en direction des parloirs. On était fouillés avant, puisqu'on on passait pas la fouille normale avec les autres détenus. Il nous fouillait avant et il nous fouillait après. Et lui, comme il était de carrure impressionnante, il devait faire dans les 110 kilos, et puis que tout le monde le connaissait, il s'amusait à terroriser les surveillants. Quand il le fouillait, mais c'était rigolo, c'était pas de la vraie terreur, c'était juste, il les chambrait un maximum, et bon, la plupart du temps, c'était des jeunes surveillants, ils osaient pas trop répliquer. Oui, ils comprenaient pas forcément l'humour de Michel Ardouin, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas de la vraie terreur, il rigolait avec eux, il les chambrait un peu méchant, mais il savait pas trop comment réagir avec lui. Alors vous racontez aussi un autre élément de la prison, c'est la question de la corruption. Vous racontez notamment qu'il y a des surveillants des fois qui viennent vous solliciter directement en disant si vous voulez, moi je peux vous faire passer ce que vous voulez contre rétribution, même des calibres. C'était quelque chose de fréquent ou c'est vraiment des exceptions? C'est exceptionnel. Ouais. C'est des exceptions parce que les surveillants se mouillent pas comme ça. Hein, c'est pas. Après pour les petites corruptions, ça arrive plus fréquemment. Des trucs. C'est quoi les petites corruptions pour Non, des trucs plus légers que des calibres. Mais là, ce jour-là, à la santé, je sais pas, ce surveillant, il avait vrillé, il devait avoir soit un gros besoin d'argent, soit il était prêt à tout, celui-là. Il avait peut-être, un gros besoin d'argent. Donc c'est lui qui s'était proposé par lui-même au départ. Donc c'est toujours pour des gens qui veulent s'évader, c'est toujours intéressant d'avoir un surveillant sous la main qui est prêt à rentrer beaucoup de choses pour de l'argent. Et sur donc il y a la question des armes qui effectivement, vous dites c'est exceptionnel. Tout le reste, je sais pas, l'alcool, la drogue, les téléphones, c'est des choses qu'on arrive à faire rentrer en prison via les surveillants ou c'est d'autres circuits? Il y a tous les circuits maintenant de nos jours. Il y a les surveillants, il y a les parloirs. Maintenant, les armes en prison, les armes, c'est des couteaux. Les couteaux céramiques, il y a besoin de personne pour les rentrer, ils sonnent pas. Ça sonne pas, les couteaux en céramique. Donc c'est plutôt lors des visites que ça rentre. Donc ça peut rentrer par n'importe où. Il n'y a pas besoin d'un surveillant ou de le faire jeter par-dessus le mur. Après, les téléphones, ça sonne au parloir. Donc ça rentre pas par la famille. Maintenant, ça rentre par les projections, la plupart du temps. Les drones, maintenant, qui sont utilisés aussi. Maintenant, il y a ça, j'ai pas testé, connu, ouais. J'ai pas connu. C'est plus récent. Mais sinon, par les projections, c'est courant. Depuis des années, ça passe par-dessus les murs. Par des surveillants, par des intervenants extérieurs. Il y a quelques téléphones qui sonnent pas. Des petits modèles qui peuvent rentrer par les parloirs encore, parce qu'ils sonnent pas. La cam, ça rentre par les parloirs. Ceux qui veulent faire rentrer de la cam en prison, c'est marché à ciel ouvert. Hein. Il y en a de partout. Est-ce que d'ailleurs vous avez vu une évolution au cours de toutes vos détentions de la présence de la drogue en prison? Est-ce qu'elle a toujours été là ou est-ce qu'il y a une montée en puissance
ces dernières années, notamment du shit, qui rentre plus facilement? Il y a une grosse montée en puissance ces dernières années de CAM en prison. À l'époque, les premières peines de prison, il n'y en avait pas. Ou alors c'était vraiment planqué, caché, il y en avait très très peu. Et par la suite, ça commençait à... Puis là, maintenant, de toute façon, c'est devenu... En prison, tu trouves de tout. Hein. Tu veux de la coke, tu as de la coke. Ça vaut toujours plus cher que l'extérieur. Hein. Est-ce que d'ailleurs, vous pensez que certaines administrations pénitentiaires, pour essayer de maintenir une paix sociale, ferment un peu les yeux sur cette présence? C'est évident. Pour le shit, ils ferment les yeux. Pour la coke, non. Pour les drogues dures, ils ferment pas les yeux, je pense. Hein. Mais pour le shit, oui, ils laissent faire. Ils savent, parce que ça, de toute façon, ça sent dans tous les couloirs. Alors, s'ils veulent vraiment, ils ont pas besoin de chercher. Et ça sent. Ça se sent. Il y a une odeur qui flotte dans tous les couloirs de toutes les prisons. Maintenant, le shit, ça se sent à plein nez. Hein. Alors, vous racontez aussi un autre élément, une évolution qui arrive à partir des années 90. C'est l'arrivée de nouveaux profils, notamment des détenus qui sont condamnés pour terrorisme islamiste. Comment s'est passée leur intégration dans la prison? Est-ce que surtout est-ce que ça a eu des conséquences pour le problème avec c'est pas tellement les terroristes islamistes, puisque eux, on le sait qu'ils sont radicalisés. Ces terroristes sont rentrés pour ça, mais c'est les gens qui rentrent pour toute autre chose, pour n'importe quel délit en prison, que ce soit des voleurs, des trafiquants, et qui se radicalisent. Qui sont radicalisés déjà en rentrant, mais qui sont rentrés pas pour terrorisme. Ou alors ceux qui se radicalisent, parce qu'ils arrivent en détention. Et c'est vrai que maintenant, c'est un très gros problème dans les prisons. Parce qu'ils n'arrivent pas à le gérer. Ce phénomène de radicalisation, comment il se passe concrètement? Moi, je l'ai vu arriver à la fin des années 90, quand ils ont commencé à vouloir faire instaurer les prières de promenade. Après, à faire des réclamations, réclamer des salles de prière dans les ailes des pièces qui leur étaient réservées, alors que ils ont accès quand même à un culte musulman qui a lieu une fois par semaine avec un imam qui vient de l'extérieur. Mais apparemment, à certains qui sont radicalisés, ça leur convient pas parce que l'imam il est trop modéré, donc ils veulent des salles de prière à eux ou avec un imam autoproclamé entre eux, ils veulent plus radical. Donc c'est avec ces gens-là que la détention devient dure parce que ils ont des revendications. Une fois qu'ils ont une salle de prière, ça part sans arrêt en embrouille avec eux parce qu'ils disent si tu as la cabine téléphonique dans le couloir, que tu parles un peu fort, ils sortent, ils disent tu respectes pas la prière, on est en train de parler. Ou alors quand il y a dans les ailes de détention, qu'il y a des cuisines où tous les détenus ont accès, où il y a des fours, des trucs comme ça, ils veulent imposer des règles. Tu mets plus de pizza avec du jambon dans le four parce que c'est une insulte pour notre religion et souvent ça part en embrouille comme ça et puis ça dégénère. Et d'ailleurs, vous pointez la responsabilité de l'administration pénitentiaire dans la gestion de ces profils radicalisés, Ah oui, le fait de les mettre en plein milieu des prisons et donc au contact d'autres détenus avec la capacité de recruter des détenus, voilà. Bien sûr, parce qu'ils sont regroupés. Les radicalisés, ils essaient d'agrandir leur cercle, de convertir les autres à être plus pratiquants que ce qu'ils ne sont. Ça crée des tensions. Et puis ceux qui sont vraiment radicalisés, vraiment les extrémistes, c'est des dangers permanents pour les autres détenus. D'ailleurs, on en a la preuve avec ce qui s'est passé à Arles pour Yvan. Et c'est des dangers pour les surveillants. Parce que chaque fois qu'un surveillant ouvre la porte, il ne sait pas ce qu'il attend de l'autre côté maintenant. Hein. Maintenant, je comprends que les surveillants, ils aient peur, ils aillent travailler avec la peur au ventre quand ils sont affectés sur des ailes où il y a des radicalisés comme ça qui savent pas comment les contrôler. Et les directions, les responsables politiques ne prennent pas les bonnes décisions pour ces gens-là. Ils veulent pas instaurer des prisons réservées à ces gens-là. Oui, c'est ça. Pour vous, il faudrait les mettre dans des unités spécialisées, couper du contact des autres détenus pour éviter qu'ils... Leurs unités, comment ils appellent ça, de déradicalisation, ça, c'est de la... Vous y croyez pas, vous? Il y a personne qui y croit. Les surveillants, ils y croient pas. Personne n'y croit parce que ça sert à rien. Un mec qui est radicalisé, il va pas aller se déradicaliser parce qu'on va lui faire des discours. Hein. Ça ne peut que empirer. En prison, comme c'est parti maintenant, je l'ai vu sur
sur les 10 dernières années, là, ça ne peut qu'empirer et devenir de plus en plus dangereux. Parce que ces gens-là sont dangereux en prison. Alors pendant longtemps, on disait que finalement, c'était un peu les Corses qui, quand ils étaient là, qui tenaient les prisons, en tout cas qui permettaient de maintenir un certain ordre. Est-ce que ça a été vrai déjà, et surtout, est-ce que c'est vrai encore? Non, c'était vrai à une époque, dans les années 80, 90, c'est vrai qu'on était toujours... parce que déjà, on était... disons, comment dire, le haut du panier sur les délits, les braqueurs. Les braqueurs, c'est toujours les braqueurs dans les prisons qui étaient le mieux installés, le mieux vus. Le plus respecté, ouais. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de tout ça. Maintenant, il n'y a plus les Corses qui en prison. Bah, il n'y a plus comme avant. C'est plus comme avant. Maintenant, c'est les jeunes. Les prisons, c'est les jeunes des quartiers. Ouais. Vous avez un terme pour les appeler les gremlins, hein, Ouais, les gremlins. Et aujourd'hui, c'est eux qui tiennent les prisons sans les tenir parce qu'il n'y a pas une tête pensante, mais c'est eux la puissance dominante dans les prisons. Ils tiennent pas les prisons, mais ils font le bordel. Voilà, ils sont bordéliques. Moi, j'ai vu les dernières prisons où on était passé, par exemple, sur une prison comme Montpellier. Des gens de mon profil à moi, par étage, on était 3 ou 4 à avoir les portes ouvertes. Ils fermaient la porte aux autres. Nous, ils nous laissaient ouverts parce qu'ils savent qu'on n'a pas de problème de comportement. Dès aux jeunes, ils leur ouvrent la porte, c'est fini, ça part dans tous les sens dans les couloirs. Soit ils essayent de passer du shit sous la porte, d'aller réclamer du shit, du tabac, des trucs, de trafiquer, de faire des trucs comme... Donc, ils les laissent fermer. Ça déclenchait souvent des jalousies, des conflits. Pourquoi eux sont ouverts et pas nous? Tu as beau leur expliquer, mais si tu n'étais pas un boucan, que tu criais partout, tu courais partout, dès qu'ils t'ouvrent la porte, ils t'ouvrirent la porte, si tu étais tranquille. Nous, ils nous ouvrent la porte, on passe dans une autre cellule, on va boire le café, on joue aux cartes entre nous, on reste l'après-midi fermé, mais on fait pas le bordel. Donc, on avait ces avantages-là. Et après 20 ans de prison, est-ce que vous avez l'impression que toutes ces années vous ont écarté du grand banditisme ou au contraire ont accéléré votre entrée dans le grand banditisme, toutes ces incarcérations? Ça l'a plutôt accéléré au départ que freiné. Ah oui, bien sûr, l'école, comment dire, il y en a... C'est pas une légende, c'est l'école du crime, c'est la vérité. Hein. Tu te sors pas en t'améliorant parce que il n'y a pas de réinsertion possible en prison. Les gens qui... Alors moi, s'ils me font bien rigoler, quand ils parlent de réinsertion, de programme de réinsertion, c'est bidon. Le travail en prison ne te réinsère pas. À quoi? C'est pas parce que tu vas servir la gamelle, servir des cantines, ramasser les poubelles pendant 2 ou 3 ans de ta peine de prison que tu vas être réinséré en sortant. Tu fais ça parce que tu as besoin d'argent. Ceux qui font ça, ils font ça parce qu'ils ont besoin d'argent pour cantiner, pour pouvoir manger convenablement en prison. Même quand il y a des prisons qui sont équipées en grands ateliers, où il y a du travail qui est donné par des concessionnaires extérieurs, ou des ateliers de couture, comme la centrale d'Arles, par exemple. J'ai vu des gens rester 10 ans dans l'atelier de couture de la centrale d'Arles. C'est pas pour autant que quand ils sortent, ils vont aller travailler chez Dior et chez Chanel. Hein. Ils vont jamais devenir couturiers. Ouais. Pareil pour les formations. Toutes les formations que j'ai vues en prison, elles sont obsolètes quand tu sors de prison. Elles ont 20 ans de retard. Ils dispensent ça. Moi, je trouve qu'il faut qu'ils arrêtent ça, qu'ils arrêtent de montrer ça comme de la réinsertion. Disons que c'est un passe-temps. Voilà, il faudrait mieux qu'ils annoncent ça. Le détenu que... Pour éviter, pour pas qu'ils pètent les plombs, parce qu'ils passent 22 heures sur 24 en cellule. Faut qu'ils annoncent ça comme un passe-temps pour les détenus, que ce soit les activités, le travail, au service général ou en atelier, et tout ce qui est proposé dans les prisons. Comme à un moment, j'en parle dans le bouquin de ce qu'ils ont dénoncé, parce que c'est sorti sur les réseaux sociaux, l'organisation de la parodie de Koh-Lanta dans la prison de Fresnes. Ils en ont fait les choux gras dans les infos, et tous les ministres, là, ils se sont tous offusqués qu'il y a pu avoir un truc comme ça, en faisant semblant d'ignorer que ça existait. Moi, sur les 40 dernières années, des activités comme ça en prison, j'en ai vu, mais tous les ans, il y a toutes sortes d'activités, du théâtre, des concerts, des démonstrateurs extérieurs qui viennent faire des démonstrations pour tout et n'importe quoi. C'est des passe-temps pour les détenus. Voilà, c'est pas... Et là, parce que c'est passé sur les réseaux sociaux, ils ont fait comme s'ils découvraient, alors que le mec qui a fait ça, il a fallu qu'il ait des autorisations, mais alors du plus petit niveau jusqu'au plus haut niveau. Donc, ils ont vérité, les politiques qui ont dénoncé ça, ils ont fait semblant d'ignorer que ça y était.
Alors si je vous replonge à vos 18 ans, en sachant que vous allez faire 20 ans de prison, est-ce que vous choisiriez la vie que vous avez menée? Ou alors vous choisiriez de faire autre chose? Je pense que non. Je pense que j'aurais continué quand même, puisque il y en a des fois, ils font 1 mois de prison, ça leur sert de leçon, ils reviennent plus jamais. Ils ont compris la leçon. Et moi, ça n'a pas été le cas du tout, malheureusement. Je regrette pas ce que j'ai fait, parce que si c'est pour regretter, il faut pas le faire. Donc j'ai pas de regrets. Ma vie, elle m'a plu du premier au dernier jour, même si elle m'a coûté 20 ans de prison. Et 20 ans de prison, c'est le seul regret que j'ai, moi, c'est de m'être fait prendre. Pas d'avoir. Je regrette pas ce que j'ai pu faire, parce que c'était mon choix de vie. Mais je suis pas un exemple à suivre, parce que les 20 ans de prison, je les ai faits, et les gens qui les font, ils ratent beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Ils ratent, ils voient pas grandir leurs enfants, ils ratent beaucoup de choses. Quand il se passe des trucs dans les familles, ils sont pas là, parce qu'ils sont en prison. Mais bon, c'était un choix de vie. J'étais pas un accidenté de la prison. Moi, j'ai fait le choix de mener cette vie-là. Michel Luciani, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Corse en prison, règlement de compte, communautarisme et combine. Merci. C'est moi qui vous remercie.